Alors, bienvenue à tous à ce webinaire en direct aujourd'hui où nous discuterons de Elements de AvePoint. Nous avons la chance d'avoir avec nous Miguel Caron, directeur technique régional Canada et Amérique du Sud, parmi nous aujourd'hui pour présenter cette offre de AvePoint. Miguel va nous aider à découvrir comment Elements de AvePoint permet aux fournisseurs de services gérés comme vous de simplifier et de faire croître la gestion de services Microsoft 365. Cela se fait grâce à une visibilité centralisée, à l'application automatisée des politiques et à des informations actionnables pour tous les tenants. Elements aide les MSP à améliorer l'efficacité, à renforcer la conformité et à débloquer de nouvelles sources de revenus récurrents. Cette plateforme de nouvelle génération permet une intégration, une gestion du cycle de vie et une atténuation des risques dans tous les environnements sans avoir à passer d'un portail à l'autre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain Fontaine, spécialiste technique pour Modern Work et sécurité chez IT Cloud dans l'équipe Prévente. Alors, que dis-tu, Miguel, si on y allait de l'avant et on explorait les fonctionnalités d'Elements de AvePoint qui transforment la façon dont les MSP gèrent les environnements Microsoft 365 d'aujourd'hui et de demain? Bien sûr, Sylvain, merci beaucoup. Pourquoi pas, hein, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par partager mon écran. Dites-moi si tout est beau à l'écran. Oui, c'est beau. Moi, je vois ton écran, Miguel. Parfait. Je vais juste nettoyer ça un petit peu. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette session en collaboration avec IT Cloud, notre excellent partenaire. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de la manière dont les MSP peuvent évoluer au-delà des services Microsoft 365 traditionnels, tels que, par exemple, le backup ou les sauvegardes, les correctifs, et essayer de passer à la phase suivante de prestation de services évolutifs, différents et surtout rentables. Dans le fond, on va essayer de répondre à la question qu'on a sur l'écran en ce moment. Il est 22 heures le soir. Savez-vous comment se portent vos clients? Savez-vous quels sont les tenants qui sont à risque, par exemple? Qui a partagé des contenus sensibles ou qui peut le partager des contenus sensibles à l'extérieur? Quels sont les espaces de travail qui sont à risque? Quels sont les utilisateurs qui sont à risque? Quels sont les espaces de travail qui sont prêts pour l'IA, par exemple? Ou tout ce qui n'est pas en fait apte à être présenté par rapport à la sécurité et le risque des données. Donc, c'est un peu ça on va regarder aujourd'hui. Euh, Petite présentation brève de moi-même. Donc, Miguel Caron, directeur technique pour AvePoint. Je supporte les territoires canadiens et l'Amérique latine. J'ai une équipe d'ingénieurs de solutions qui travaillent avec moi. Bon, je suis chez AvePoint depuis plus de 12 ans maintenant, plus de 26 ans dans le monde informatique, spécifiquement chez AvePoint et Microsoft. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est de regarder un peu les défis à lesquels vous faites face, comment ils se traduisent en technologie. On va faire un petit rappel de la plateforme AvePoint Confidence. On va parler évidemment principalement du portail Elements, la couche MSP. On va regarder quelques cas d'utilisation clés, de l'automatisation, et on va conclure avec des idées de mise en marché. Donc, AvePoint, pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie AvePoint, une brève présentation, leader mondial de la sécurité, de la gouvernance et de la conformité des données. J'attire votre attention surtout sur quelques métriques intéressantes, par exemple, 24 support technique 24/7, 365 jours par année. Je sais que ça, c'est un problème pour certains de vos fournisseurs. Nous, on est toujours à l'écoute de vous. Si vous avez vraiment des situations critiques, vous pouvez toujours nous contacter. On est rendu à au-delà de 500 pétabytes de données clients gérées et il y a au-delà de 3500 partenaires à travers le monde qui travaillent avec nous. Là, et on est certifié sur certaines des certifications de sécurité les plus hautes à travers le monde. On les voit en bas. Le FedRAMP, par exemple, le SOC, le CSA, IRAP, et on a différentes certifications ISO. La plateforme AvePoint Elements qui va être présentée aujourd'hui, c'est la plateforme MSP multitenant. J'ai mis quelques logos ici de partenaires et
d'entreprises québécoises, canadiennes qui utilisent déjà la plateforme Elements. Donc, ça peut vous donner des indices sur l'utilisation de la plateforme. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler vraiment des défis que vous faites face du monde des affaires à celui des technologies. Et voici ce qu'on entend souvent de la part des MSP à travers le secteur. Des faibles marges, des marges en déclin, notamment sur les services traditionnels comme la sauvegarde ou le backup qui est très saturé en passant. Et donc, quelques exemples de ça, ben, entre autres, vous avez aussi beaucoup de travail manuel, l'absence d'automatisation, l'absence de regroupement de services, tout dans dans la même offre que vous pouvez mettre sur place. Difficulté à se différencier, encore une fois, sur un marché de plus en plus saturé. Pour ceux qui étaient présents à la conférence IT Cloud, on en a parlé, c'est-à-dire que des méthodes pour vous différencier, si tout le monde fait la même chose, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a il y a plus de marge ça devient très difficile de se démarquer. Donc, il faut trouver des façons de se démarquer pour la gestion de Microsoft 365. Et entre autres, ben, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres de gouvernance. Il n'y a pratiquement aucune offre de la gestion du cycle de vie, soit de la donnée ou des espaces de travail. Et il n'y a pas beaucoup de services d'IA qui sont proposés non plus. Beaucoup d'opérations manuelles, des opérations encore largement, très largement manuelles, qu'il s'agisse de la mise en service, de la gestion du cycle de vie ou de fournir des tableaux de bord. Beaucoup de travail manuel derrière ça. Ça crée des goulots d'étranglement et qui ne sont pas évolutifs et ne génèrent pas de revenus récurrents. C'est ça la prémisse ici. Donc, pas d'automatisation, pas de modèle de stratégie ou d'orchestration. Euh, Pas de vue multitenant ni d'automatisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous considérez souvent comme un principal problème ou un frein. C'est-à-dire que pour gérer davantage de clients, vous avez tout de suite le réflexe d'essayer de trouver des ressources supplémentaires pour vous aider. Mais malheureusement, on est dans une pénurie de main-d'œuvre, ce qui pèse directement sur la rentabilité. Donc, c'est difficile de grossir à ce moment-là si on n'est pas capable d'embaucher. Alors, il faut trouver d'autres alternatives et c'est un peu ce qu'on veut vous partager aujourd'hui. Enfin, le marché réclame des solutions d'IA, de gestion de risque et de gouvernance, mais vous êtes trop nombreux encore à ne pas être en mesure de proposer ces services-là. Donc, c'est une opportunité vraiment qui reste à exploiter. Alors, le marché est ouvert et c'est tout simplement à vous d'embarquer là-dedans. Donc, qu'est-ce qui explique cette situation? Ben, en fait, ce que nous, on entend, c'est que la réalité suivante, la réalité technique est la suivante. Les MSP jonglent avec une multitude d'outils disparates, s'appuient encore largement sur des tâches manuelles, on l'a mentionné, et ne disposent que très rarement d'une vue centralisée de l'ensemble des environnements clients. Cela engendre des dérives de configuration, expose vos clients ou vos tenants à des failles de sécurité et limite la capacité à faire évoluer les services de gouvernance et de conformité. Et ce qui est le plus préoccupant également, c'est que ça rend les services réactifs. Donc, vous êtes toujours sur le qui-vive. Et j'en avais mentionné à la conférence au mois de mai. J'entends souvent dire, ben, on n'a pas le temps vraiment de s'asseoir puis de bien regarder vos solutions parce qu'on est toujours en train d'éteindre des feux. Alors nous, ce qu'on veut faire, et moi, le message que je lance toujours, c'est on va essayer d'éliminer ça. Il faut essayer d'éliminer ça pour devenir plutôt proactif, donc devenir plutôt consultatif. Les MSP interviennent une fois que le problème est aggravé. Donc, le problème est déjà arrivé quand vous intervenez, au lieu d'être en mesure d'offrir des solutions de prévention. Euh, si vous étiez capable d'avoir une approche anticipative, ben, à ce moment-là, ça pourrait éviter beaucoup les incidents pour lesquels vous courez à droite et à gauche. Donc, comment AvePoint peut vous aider? Ben, en fait, on vous propose deux étapes aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est découvrir les solutions qui sont déjà utilisées par vos clients via la plateforme Confidence. Et ensuite, on va explorer comment, en tant que MSP, vous pouvez tirer parti d'AvePoint Elements pour évoluer plus intelligemment et efficacement dans la gestion de vos clients.
Donc, on va regarder ce que vos clients utilisent déjà. Je suis persuadé que vous avez déjà vu cette présentation ici. C'est très rapide. Donc, un topo rapide sur la plateforme Confidence qui est divisée en trois piliers, vraiment. On a la résilience, donc autrement dit, la préservation de la disponibilité, de l'intégrité et de la sécurité des données. On a la modernisation. Dans le fond, c'est le bureau moderne, hein. Chez Microsoft, c'est le concept de transformer l'environnement de travail traditionnel, donc serveurs locaux, etc., en intégrant les nouvelles technologies infonuagiques. Et ensuite, on a le pilier contrôle qui consiste à établir des stratégies, des processus et des contrôles pour garantir que les ressources infonuagiques sont utilisées de manière efficace, sécurisée et conforme aux objectifs stratégiques de l'organisation. Si on revient ici au niveau de la suite résilience à gauche, c'est vraiment axé sur la sécurité et la protection des données. Avant que j'aille plus loin, je veux juste mentionner, je suis en train d'oublier, la Confidence Platform, c'est vraiment le portail client, n'est-ce pas? C'est le client AvePoint qui utilise les solutions AvePoint à travers la plateforme Confidence. Et en tant qu'MSP, la plateforme Elements ou le portail Elements va vous permettre de gérer le portail ou la plateforme Confidence Platform pour votre client. Donc, je vais juste faire cette précision-là parce que des fois, j'entends de la confusion par rapport à ça. Donc, on est toujours sur le côté client en ce moment. Donc, la plateforme Confidence. Donc, la suite résilience, c'est vraiment axé sur la sécurité et la protection des données. Ça permet aux organisations de se conformer aux réglementations, de préserver les enregistrements ou les données critiques et d'assurer la continuité des activités. La suite modernisation en bas à gauche, encore une fois, c'est axé sur la productivité des employés. Ça transforme les données des anciennes plateformes on-premise ou legacy ou peu importe comment vous voulez les appeler, vers les plateformes SaaS modernes et les processus métiers hérités en applications métiers modernes et destinés aux utilisateurs finaux. Et finalement, à droite, la suite contrôle, c'est axé sur la gouvernance des données. Ça fournit un cadre prêt à l'emploi pour la gouvernance automatisée et l'application des politiques. Chez IT Cloud, pour les partenaires qui procèdent à l'achat de solutions chez IT Cloud, tout ce qui est en bleu, c'est ce que vous avez accès, mais vous voyez que la plateforme Confidence offre beaucoup plus que ça. Donc, ça se peut que vous avez un client qui utilise, par exemple, AvePoint Cloud Backup. Il n'est pas impossible que ce même client-là utilise aussi AvePoint Empower euh, ou AvePoint Cloud Governance. Donc, soyez pas surpris si vous tombez sur des clients qui utilisent d'autres solutions. OK, maintenant, on passe du côté client vers le côté partenaire, donc la plateforme Elements. Alors, essayez d'imaginer un peu comment est-ce qu'on peut vous aider avec cette plateforme-là. Alors, si on regarde comment les deux plateformes viennent à travailler ensemble, on a la Confidence Platform ici et qui en fait, adresse tous les besoins qu'on voit ici, donc que ce soit la sauvegarde, cycle de vie des données, la migration de plateforme LMS, des analyses du tenant, etc. Et tout ça ici, dans les différents secteurs, donc que ce soit financier, santé, commercial, peu importe, tout ça, vous êtes en mesure de gérer ça avec une seule plateforme qui est la plateforme Elements ici à gauche. Donc, peu importe le nombre de clients à point que vous avez, peu importe ce qu'ils utilisent à l'intérieur de tout ça, vous allez être en mesure de gérer leur plateforme à distance sans nécessairement vous connecter à toutes les différentes plateformes. Et imaginez un peu en ce moment, sans AvePoint, vous avez 25 clients qui utilisent M365. Ça vous dit que, ça veut aussi dire que vous avez 25 plateformes Microsoft 365 à gérer, 25 codes d'accès. Et ça, c'est quand vous êtes vraiment en train de gérer ça de façon autonome. Mais si vous avez des collègues, chaque collègue peut avoir ses accès. Et à l'intérieur de chacune des plateformes Microsoft 365, tout le monde le sait, il n'y a pas juste une seule console d'administration, il y en a des dizaines. Alors, on multiplie ça par le nombre de clients. Ça commence à faire beaucoup d'administration.
Et je vous lève mon chapeau d'ailleurs parce que ça devient beaucoup de travail à faire. Alors, les principaux cas d'utilisation de la plateforme Elements, qui est en passant, plateforme Elements, portail Elements, portail partenaire, c'est un peu comme ça qu'on veut l'identifier. Accès à tout ça, c'est totalement gratuit. À l'intérieur, je dirais que la majorité des fonctionnalités, c'est gratuit. Par contre, si c'est gratuit, ça veut dire que c'est sûr que ça ne vous coûte rien, mais en même temps, comment vous pouvez générer plus de revenus? C'est ça la question. Alors, non seulement on vous offre une plateforme gratuite, mais on vous offre aussi des façons d'aller tirer des revenus supplémentaires. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a les principaux cas d'usage de la plateforme. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gestion d'utilisateurs, protection de dérives, il y a beaucoup de sécurité, analyse de la sécurité des données, gestion sécurisée, etc. Donc, il y a beaucoup de scénarios qu'on pourrait élaborer. Mais compte tenu du temps qu'on a aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus sur la gestion et protection de la dérive, la gestion des utilisateurs, la gestion des espaces de travail. Donc, la première qu'on va regarder, la gestion et la protection contre la dérive. Donc, AvePoint renforce la sécurité et la conformité à grande échelle grâce à l'automatisation, une gestion de changement fluide, une visibilité centralisée multitenant, multi-client, qu'on pourrait dire même. Les protections contre les erreurs, l'atténuation des menaces internes, l'application cohérente des normes permettant au MSP d'offrir des services proactifs et évolutifs. C'est une centralisation et une simplification. Donc, un seul tableau de bord vous montre l'ensemble de vos clients, l'état de l'ensemble de vos clients. Surveillance des dérives. Vous pouvez recevoir évidemment des notifications s'il y a des dérives qui arrivent. Automatisation de la conformité, protection contre les erreurs, atténuation des menaces internes. Donc, les avantages pour vous, ben, en fait, c'est élargissement et rétention. Ça favorise l'expansion et la fidélisation des clients grâce à des capacités uniques qui améliorent la gestion des services. La réduction des coûts, parce que ça vous aide à identifier et à nettoyer le contenu excessif, réduisant ainsi le désordre et les coûts associés à ce stockage-là. Et l'amélioration de la gestion du risque permet une gestion proactive des risques liés à la sécurité et à la conformité. Et on ne dira jamais à 100%, on va toujours dire proactif. C'est sûr qu'il va toujours avoir des choses de dernière minute, mais si vous êtes capable d'être proactif sur 90-95% du travail que vous faites aujourd'hui à la dernière minute ou parce qu'il y a des alertes sur des situations qui sont arrivées, vous allez améliorer déjà grandement votre efficacité. Donc, cette approche vous permet de répondre aux demandes croissantes de vos clients tout en optimisant vos opérations. Ensuite, on va voir la gestion des utilisateurs. Donc, AvePoint ou Elements simplifie l'intégration grâce à l'automatisation, applique les stratégies de sécurité à grande échelle et réduit les tâches manuelles et les erreurs associées à la gestion des utilisateurs. Par exemple, la révocation proactive des sessions active renforce la posture de sécurité et limite les risques liés aux accès non autorisés. Donc, la gestion d'utilisateur va vous permettre la gestion des accès, l'ajout et gestion d'utilisateurs, la gestion des licences et l'application. Gestion des licences veut dire potentiellement aussi des réductions de coûts pour vos clients. Les avantages pour vous, ben, en fait, ça vous donne un contrôle centralisé, donc ça facilite le contrôle centralisé des utilisateurs et de leurs permissions améliorant du même coup la sécurité. Une efficacité opérationnelle simplifie l'administration des utilisateurs, ce qui permet de gagner du temps et réduire les erreurs humaines. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur chacun des environnements 365. Tout est à portée de main. Adaptation aux besoins des utilisateurs, donc permet de personnaliser l'accès et les fonctionnalités en fonction des rôles des utilisateurs, ce qui améliore évidemment l'expérience. Cette approche-là vous permet de mieux gérer l'accès des utilisateurs et de vos clients tout en optimisant vos opérations. Et le troisième cas de figure qu'on va regarder, c'est la gestion de l'espace de travail. Donc, Elements étend les opportunités de service ici grâce à une gouvernance centralisée, des contrôles d'accès externes renforcés, des restrictions de classification de propriété. La limitation du partage, par exemple, permet de mieux maîtriser les flux d'informations et de sécuriser les environnements multitenants. On peut mettre en place des services de provisionnement automatisés,
application de la conformité, la gestion du cycle de vie, une surveillance centralisée et une préparation à l'IA, évidemment, le sujet de l'heure. Donc, les avantages pour vous, ben, ça vous donne des possibilités de nouveaux revenus, permet de proposer des services de gouvernance et de conformité premium, réduction du support, moins d'étiquettes grâce à l'automatisation et à l'auto-service, conformité renforcée, les clients restent prêts pour les audits sans effort manuel et vos clients devraient être satisfaits parce qu'ils vont avoir des environnements propres et sécurisés, ce qui augmente la satisfaction et la fidélité des clients. Donc, sans plus tarder, on va regarder Elements. On va passer à travers ces trois cas de figure-là que je viens de vous identifier. Alors, je vais changer d'écran rapidement. Voilà. Donc, je présume qu'en ce moment, vous voyez la plateforme Elements. Donc, portail Elements. Alors, si on clique ici sur le petit logo en haut à gauche, vous tombez sur la page principale. On tombe directement dans le centre de commande. Le centre de commande, c'est quoi? C'est vraiment les tableaux de bord qui vous montrent une vue globale sur l'ensemble de vos clients. Alors, les clients que vous avez amenés dans la plateforme de gestion Elements, c'est les clients qu'on voit un peu ici. Donc, chacun de ces entrées ici, ce sont vos clients. Qu'ils aient un ou multiples tenants, ils vont apparaître à l'intérieur de ces tableaux de bord-là. Alors, le premier tableau de bord qu'on a, c'est la gestion des bases de référence, donc la gestion des dérives, si on veut. Alors, on va pouvoir expliquer ça en détail dans quelques instants. Donc, ici, ce qu'on montre, c'est vraiment qu'on gère sur... Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout pour tous les clients, mais évidemment. Donc, dans ce client fictif-là, dans ce partenaire fictif-là, je surveille 5 tenants seulement. Donc, 5 clients, j'ai peut-être 60 clients, mais j'en surveille 5 en ce moment. J'ai 3 tenants qui ont eu des écarts qui ont été détectés. On les voit ici. Et vous voyez que ma souris change chaque fois que je passe sur des chiffres. Ça veut dire que je peux aller voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, les 4 dérives ou les 4 écarts qui ont été détectés. Des tenants avec des états d'erreur. Donc, on a eu des erreurs ici au niveau des déploiements. On peut aller voir ça. Ensuite, on tombe dans la gestion des utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des tenants pour lesquels je gère les utilisateurs? Alors ici, on évalue toujours le risque. Alors, tout ce qu'on fait chez AvePoint, c'est toujours en rapport avec la sécurité, le risque, la gouvernance, la conformité. C'est là qu'on doit aller. Pourquoi? Parce qu'avec l'avènement de l'IA va se servir des environnements tenants pour fournir de l'information. Si ces tenants-là ne sont pas sécurisés, ne sont pas conformes, ne sont pas propres, ben, ça va tourner à la catastrophe. Alors, il faut absolument être en mesure d'évaluer le risque et de surveiller tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, ici, c'est les utilisateurs à risque qu'on va évaluer. Ensuite, on va regarder s'il y a des potentiels d'économie au niveau des licences. Dans ce cas-ci, dans l'environnement qu'on utilise en ce moment, c'est un environnement de démo. On n'a pas vraiment mis en place des tarifs de licence et tout, mais vous avez simplement à rentrer les chiffres que vous êtes en mesure de placer et à ce moment-là, vous allez voir des économies ici. Et ensuite, les utilisateurs invités. Les utilisateurs invités, c'est des situations à risque s'ils sont là pour toujours. Faut commencer à les gérer. Ensuite, on a la gestion des espaces de travail, combien de tenants inactifs, etc. La gestion du risque. Alors, les tenants à risque ici, donc c'est plus les utilisateurs, c'est vraiment les tenants. En passant à la gestion du risque qu'on voit ici, et si vous voulez voir les tableaux de bord, on peut les déplacer. Je viens d'être sorti de mon Elements. On peut les déplacer en fonction des... oui, OK, je vais me reconnecter. La sécurité prédomine partout. Bon, on revient. Alors, on peut les déplacer selon ce que vous utilisez, selon vos préoccupations, vos priorités. Alors, c'est pas obligé d'être dans cet ordre-là. Mais en fait, c'est le centre de commande qui vous présente tout ce qui est ici.
On va parler même du stockage de SharePoint ici. Donc, si vous avez mis en place les solutions où vous utilisez la gestion du stockage, ben, vous allez pouvoir voir s'il y a des possibilités d'avoir des économies de stockage chez vos clients. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on amène nos clients, nos différents clients ici? Ben, on a un tableau de bord client. Alors, vous voyez, dans cet environnement-là, je pense que j'ai à peu près 8 ou 9 clients. Alors, c'est enregistrer un nouveau client tout simplement. Alors, vous allez dans le portail Elements et vous cliquez ici. Vous déterminez quel genre de client que vous voulez supporter, que ce soit Google, Microsoft 365. Et il y a différentes façons de l'inscrire, si on veut, dans la plateforme Elements. Celui qui est le plus sécurisé ou sécurisant en ce moment, c'est le lien d'autorisation, puisque ça demande au client lui-même de remplir le formulaire. Alors, ce n'est pas vous qui le faites, c'est eux qui le font. Et à ce moment-là, c'est plus sécurisant pour le client. Et dès que le processus est complété, les clients apparaissent ici. Et à partir de là, ben, vous êtes en mesure de commencer à gérer tous vos clients. Vous allez avoir le propriétaire du tenant Microsoft 365 et le tenant AvePoint, parce que vous savez, la Confidence Platform, c'est un tenant qui travaille avec le tenant Microsoft 365 ou les tenants Microsoft 365 du même client. Alors, le propriétaire du tenant qu'on voit ici, en fait, c'est principalement celui de la Confidence Platform, mais souvent, c'est le même propriétaire ou le même Global Admin, si on veut, que le tenant Microsoft 365. Mais je dis souvent parce que on peut personnaliser ça. Ensuite, c'est quoi les abonnements AvePoint qui sont utilisés, l'état et d'où originent les clients. Et si je clique ici, je vais avoir accès exactement à ce que ce client-là utilise dans les solutions AvePoint. Et vous voyez que les premiers ici, c'est tous des modules de la plateforme Elements. Alors, donc, c'est comme ça que vous pouvez identifier qui sont les clients qui utilisent. Et si je clique sur la petite flèche ici, à côté du nom du client, je vais tomber dans la plateforme Confidence du client AvePoint SMB. OK? Donc, les modules, ben, vous voyez, il y en a plein de modules. J'en ai parlé au tout début de la présentation. Compte tenu du temps qu'on a aujourd'hui, on va vraiment y aller sur 3 modules principaux. Le premier que je vais vous présenter, c'est la gestion des bases de référence. C'est quoi la gestion des bases de référence? Qui, en passant, une fois que vous enrôlez un client à l'intérieur ici, donc ajouter un tenant ou ajouter un client en haut à droite, vous avez aussi la gestion du risque. Alors, la gestion du risque ici, qui est incluse. Vous avez aussi la gestion du risque incluse pour tout client AvePoint qui utilise le Cloud Backup. Alors, vous n'avez même pas besoin de les enrôler dans la base de référence. Dès que vous avez un client qui a Cloud Backup et vous l'amenez dans le portail Elements, vous allez pouvoir commencer à utiliser la gestion du risque pour ce client-là. Mais si vous les enrôlez dans la base de référence, qu'ils aient Cloud Backup ou pas, vous allez avoir la gestion du risque aussi. Alors, les concepts de base de référence, c'est très simple quand même si le concept derrière est assez complexe. La façon de le véhiculer, c'est de regarder toutes les configurations Microsoft 365 que vous mettez en place chez vos clients. Si vous étiez capable de mettre ça dans un gabarit ou dans un modèle réutilisable et que vous pourriez répliquer tout ça à tous vos clients, pas nécessairement un à la fois, mais aussi en batch, ben, c'est un peu ce que fait la gestion des bases de référence. Et après, on ajoute des fonctionnalités à ça. Donc, par exemple, on peut commencer à détecter les écarts. Donc, vous mettez en place des configurations 365. Le client a des droits qui lui permettent d'aller faire des changements. Microsoft se permet de faire des changements lors de certaines mises à jour. Ils n'avisent pas nécessairement tout le monde et ça devient des surprises. Donc, les écarts vont être détectés et vont être affichés ici, comme on remarque ici. Les bases de référence, on leur donne des noms. Pourquoi qu'on leur donne des noms? Parce qu'on peut en créer une multitude pour différents besoins et on peut aussi créer des versions de ces différentes bases de référence-là. Donc, et un client peut avoir plusieurs bases de référence maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on peut avoir différents niveaux de bases de référence. Vous pouvez les diviser si vous voulez et avoir plusieurs bases de référence
pour un seul client. Ils vont être affichés ici. Donc, les deux derniers ici, on peut constater qu'ils ne l'ont pas encore. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réviser le déploiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on crée une base de référence, comme j'ai dit au début, basée sur un modèle. Par la suite, on ajoute, on applique, si on veut, le gabarit de la base de référence à nos différents tenants. Donc, si je veux ajouter un tenant ici, donc mettons que je choisis cette compagnie-là, la première chose qu'il va me dire, est-ce que c'est une évaluation ou il a vraiment acheté un abonnement à la gestion de base de référence? Si c'est une évaluation, ça va. Et ensuite, je continue et là, il va me demander quel tenant. Pourquoi quel tenant? Parce qu'il y a des clients potentiellement qui ont plus qu'un tenant. Il y en a qui peuvent avoir plusieurs tenants pour toutes sortes de raisons. Des environnements de test, des environnements de développement, des acquisitions. Donc, il y a des entreprises qui acquièrent d'autres entreprises qui avaient déjà des tenants 365 ou étaient déjà clients AvePoint. On commence à en avoir de ça. Alors, c'est pour ça qu'on va faire ça. Et une fois que vous avez enregistré tout ça ici, c'est là que le client arrive. Et donc, après, on peut appliquer une base de référence. Donc, le réviser le déploiement, c'est que on a appliqué une base de référence. Et en passant, à chaque fois qu'on applique une base de référence, avant l'application, en fait, il y a quelques étapes. La première étape, c'est qu'on va prendre une sauvegarde automatique des configurations actuelles du tenant 365. Après, on va évaluer les différences entre la base de référence que vous mettez en place, vous voulez mettre en place, pardon, et les configurations actuelles. Et c'est ce qu'on appelle réviser le déploiement. Alors, si je clique sur réviser le déploiement, c'est ici qu'on va m'afficher l'état de l'environnement 365 avant d'appliquer la base de référence. En passant, il y a beaucoup de partenaires qui nous demandaient ouais, mais avez-vous des gabarits ou des modèles qu'on pourrait utiliser comme base de départ ou comme par défaut, par exemple. Et on arrive avec ça depuis le mois d'août. Donc, on a notre première base de référence par défaut qui est consacrée à CIS niveau 1. Donc, CIS, c'est une certification ou une norme Center for Internet Security de niveau 1. Alors, déjà, toutes les configurations 365 qui répondent à cette norme CIS de niveau 1 sont déjà préconfigurées. OK? Donc, c'est le modèle que je vous montre ici. Alors, on est en phase de déploiement. Donc, ce n'est pas déployé encore. C'est pour ça qu'en bas à droite, on a le bouton déployer. Ce n'est pas déployé encore. On a fait la première étape qui était de prendre en sauvegarde les configurations de ce tenant-là existantes. Et ensuite, on a fait une analyse entre la base de référence CIS et les configurations actuelles. Et donc, on arrive à la conclusion qu'il y a 591 configurations Microsoft 365 qui ne sont pas tenues compte au niveau de la base de référence CIS de niveau 1. Il y en a 12 qui sont uniques à la base de référence. Et si je clique dessus, je vais pouvoir aller naviguer à travers ces 12-là pour voir qu'est-ce que la base de référence propose qui n'est pas actuellement utilisé à l'intérieur du client, en fait. Alors, si on regarde ici, par exemple, au niveau vous allez peut-être trouver ça drôle, mais au niveau des Conditional Access Policies, le Enable MFA for All Users n'est pas activé dans le CIS niveau 1. Pourquoi? Ben, probablement qu'il y a des étapes. CIS niveau 1, il y a CIS niveau 2 et ainsi de suite. Alors, peut-être dans dans un autre release plus tard, on va arriver avec le niveau 2. Et là, vous pouvez apporter des modifications ou vous pouvez dire, ben, ignorer cette configuration-là. Si on regarde maintenant ce qui correspond à la base de référence, donc il y en a 5 en ce moment qui correspondent avec la base de référence. Ça veut dire qu'autrement dit, il n'y a vraiment rien à faire. Tout est conforme selon ce qu'on veut appliquer ici. Alors, encore une fois, si on navigue à travers les différentes instances de configuration, on voit qu'ici, le Unified Audit Log Ingestion Enable, il est à la valeur à True. Donc, ça veut dire que cette configuration-là, elle est activée, elle est utilisée.
Mais il y a 16 conflits avec la base de référence. Ça veut dire que je peux tout développer et regarder d'un coup tout ce qui est non conforme ou différent avec ce qu'on veut mettre en place. Alors, un exemple de ça, si je vais vers ici, SharePoint Online Tenant Settings, si je regarde ce que ça veut dire ici, donc dans le tenant en ce moment, on a deux valeurs à true et on a un default time zone à UTC-6, alors que la base de référence qu'on veut mettre en place utilise des valeurs différentes. Donc, je peux forcer ce changement-là au complet. Je peux déterminer que c'est uniquement celui-ci et celui-ci qui va être mis en place. Si je vais pour tout le gabarit standard, ben, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici, mettre en correspondance toute la base de référence. Et à ce moment-là, je clique sur déployer par la suite et ça va faire le déploiement qui peut prendre évidemment quelque temps, le dépendant de l'ampleur de la transformation. Et vous allez pouvoir aller dans le centre de traitement qui va vous montrer l'évolution de la mise en place. Si jamais il arrive un problème, un souci, ben, vous le savez, vous êtes en mesure de restaurer. Donc ici, on a une révision de restauration. Alors, je peux regarder ce qui se passe avec ça en cliquant là-dessus. Et donc, je peux voir ici que si j'applique cette restauration-là, ben, je vais restaurer 6 configurations ici. Donc, je vais remettre ça en place. Meilleur exemple, peut-être, c'est de prendre celui-ci, ce client-là. Donc, si je sélectionne ce client-là et je vais ici, je peux restaurer. Peut-être il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai un calendrier qui arrive. Tous les dates sont disponibles. Ça veut dire qu'il y a eu des changements. On a appliqué des changements. Donc, il y a eu une sauvegarde. Alors, si je retourne aussi loin, par exemple, que le 5 août, je vais pouvoir sélectionner laquelle sauvegarde que je veux remettre en place. S'il y a eu plusieurs modifications pendant la journée, la même journée, vous voyez ici, il y en a deux, ils vont tous s'afficher et simplement sélectionner lequel qu'on veut. Une fois qu'on va cliquer ici, on va réviser. Donc là, il va y avoir une analyse qui va se faire, qui peut prendre un certain temps. Et après ça, on va vous montrer toutes les différences. Et après ça, vous avez tout simplement confirmé, oui, c'est ça que je veux faire, je veux revenir comme c'était avant. Et on remet les configurations. Il va y avoir encore un délai d'application à ce moment-là. Donc, en gros, ça fait pas mal le tour de la gestion des bases de référence. Le prochain topo, c'est la gestion des utilisateurs. Alors, la gestion des utilisateurs, ici, va vous montrer l'ensemble de ce qui se passe dans l'environnement au niveau de tous les clients donc gérez les utilisateurs. C'est la même chose ici, donc ajouter un tenant, ça veut dire ajouter un client à l'intérieur de la gestion des utilisateurs. Si vous regardez les principaux tableaux de bord qu'on a ici, encore une fois, c'est axé un peu sur soit le risque ou les coûts d'utilisation, les coûts de licence. C'est pour ça que on a ici un top 3 des tenants avec du E3, avec du E5, avec les licences copilotes. Encore une fois, toujours avec l'idée que les entreprises, ils veulent aller vers l'IA. S'ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est sûr qu'ils vont l'être dans le futur. On ne peut pas prédire une date exacte, mais on sait que tout le monde veut aller vers ça. Alors, c'est pour ça qu'on est déjà prêt à cette éventualité-là. Combien de tenants, les top 3 des tenants qui ont le plus d'utilisateurs invités? Les utilisateurs invités, c'est toujours des éléments à risque parce que c'est de l'externe qui communique avec votre environnement. Les tenants avec le plus d'utilisateurs à risque et les économies potentielles au niveau des licences. Donc, dans cet environnement-là, on n'utilise pas vraiment la fonctionnalité, mais on pourrait avoir cette information-là ici. Donc, c'est pour ça qu'on peut créer des profils de coûts unitaires de licence ici. On peut créer aussi de la nomenclature de nommage pour standardiser la façon qu'on va nommer les comptes Active Directory et des choses comme ça. Comme il y a du traitement, comme il doit avoir dans certaines occasions des approbations, tout ça, ben, c'est pour ça qu'on a des processus d'approbation ici. Donc, qu'est-ce qui est en attente d'approbation? Et on a un centre de traitement pour traiter les opérations. Les modèles d'utilisateurs, c'est quoi? C'est vraiment de créer un modèle pour faire du onboarding. Donc, si je veux ajouter des utilisateurs, mais je veux créer un modèle
pour pouvoir réutiliser ce modèle-là tout le temps. Alors, je peux créer un modèle d'utilisateur très facile et je peux lui donner le nom que je veux. Donc, peut-être que ça ici, c'est l'intégration l'intégration de base, par exemple. Alors, je vais sélectionner mon tenant modèle que je veux utiliser. Dans ce cas-ci, je vais utiliser celui-là. Et là, je suis les étapes. Donc, quels sont les rôles fonctionnels que je veux ajouter? Donc, à chaque fois qu'un utilisateur va être ajouté à un client, quelle sorte de rôle fonctionnel il va y avoir? Est-ce que c'est utilisé ou pas? Donc, on voit que ce n'est pas obligatoire. Alors, je dis, il n'y en a pas, donc je ne l'utilise pas. C'est quoi les fonctions pour ce modèle-là? Il n'y en a peut-être pas ou il y en a peut-être. C'est quoi les départements? Est-ce qu'il y a des responsables? Le nom de la société, le domaine, etc. Ensuite, assigner des groupes. Donc, quels sont les groupes de sécurité pour lesquels je veux utiliser? Et là, vous êtes évidemment, vous gérez les environnements de vos clients. Donc, je présume que vous voulez mettre en place des pratiques cohérentes qui répondent à vos expertises. Alors, peut-être que vous avez une nomenclature de groupes de sécurité. Donc, ça veut dire qu'ils apparaîtraient ici. Ensuite, les groupes 365, les groupes de sécurité à messagerie, peut-être il y a des groupes de distribution que vous voulez utiliser, comme ça, et vous faites suivant. Vous voulez assigner des licences. Alors, par défaut, le client il a besoin de Business Basic, peut-être que Entra ID P2. En fait, toutes les licences pour lesquelles vous avez des options sont ici, que vous représentez. Et après, ben, on clique sur Créer. Et là, ça va créer ce modèle-là que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous avez à ajouter des utilisateurs. Si on regarde maintenant de plus proche au niveau de l'analyse des sécurités de certains de ces clients-là, alors je vais regarder par exemple le client, celui-ci, celui-ci. Alors si on regarde un client en particulier, donc je tombe dans un environnement client. Donc en haut à gauche, vous voyez, là je suis dans l'environnement client spécifique. Donc ce n'est pas tout l'ensemble de ma communauté, c'est vraiment juste un client particulier. J'ai deux tableaux de bord au niveau de la gestion des utilisateurs. J'ai l'analyse de la sécurité et l'analyse des licences. Et ici, ça va me donner une vue globale et rapide sur est-ce qu'il y a des éléments que je dois porter attention. Heureusement, on a mis ça en rouge pour une détection facile. Donc, si je regarde rapidement, je vois qu'il y a un problème au niveau ici du User MFA Disable. Et si vous vous rappelez bien, c'est ce client-là qui utilisait la base de référence euh, CIS de niveau 1. Et on avait bien vu que le MFA n'était pas activé. Donc, c'est normal de voir ça ici. Donc, si je corrigerais la base de référence, ben, en fait, je n'aurais pas ces informations-là ici, donc ce serait tout OK. Donc, je serais vert partout. Mais évidemment, je ne pourrais pas vous montrer l'exemple ici. Donc, j'utilise cet exemple-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, avec tous ces chiffres-là qu'on voit là, je peux toujours cliquer sur cette information-là pour y avoir accès plus rapidement. Encore une fois, le niveau de risque des utilisateurs au niveau de ce client-là les actions à risque, les utilisateurs à risque, les connexions à risque. On voit en bas ici, il y a comme une carte. Donc, il n'y en a pas de connexion à risque, mais si je regarde toutes les connexions, on va pouvoir les localiser. Alors, il y a des gens qui nous demandent des fois, est-ce qu'on peut savoir d'où est-ce que les clients se connectent, etc. Donc, on pourrait le voir ici. Et là, on peut apporter des contraintes par rapport à ça. Mais si on retourne ici au niveau de la sécurité de la configuration, et je veux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces deux utilisateurs-là. Donc, j'ai cliqué sur le chiffre 2. Je vois très bien les Conditional Access Policy qui sont désactivés pour Barrymore et pour Ray Hill. Si je clique sur Ray Hill, juste pour aller encore plus profond dans ma recherche, je vais tomber dans la configuration globale de cet utilisateur-là pour ce client-là. Et si vous regardez, je suis dans la section risque. Donc, chaque utilisateur a une section risque. Mais vous avez aussi toutes les informations de base d'un utilisateur et pourtant, je ne suis pas connecté dans l'environnement admin de mon client. Je l'ai à même
à même cette interface-là. Donc, on veut essayer de minimiser avec Elements de devoir vous connecter sur tous vos différents tenants. Et ensuite, on a le détail du risque ici de Ray Hill. On voit des petits rouges au niveau de la configuration. Ici, on a aussi un problème avec accès à l'identité. Je peux cliquer là-dessus et continuer à élaborer c'est quoi la problématique. Donc, il y a un MFA désactivé et il y a une stratégie d'accès conditionnel désactivée aussi. Si je clique sur un ou l'autre, il va me proposer une action rapide. Bon, je peux bloquer la connexion tout de suite, puis on va régler le problème. Des fois, c'est plus facile de faire ça. C'est surtout plus sécuritaire de faire ça, analyser la situation et prendre une décision. Mais si on connaît déjà la réponse, bien ici, la réponse logique, ce serait plutôt d'aller voir, d'aller modifier la base de référence de configuration et d'ajouter le MFA dedans. Ça, ce serait la bonne pratique à faire. OK? Mais ce qu'on veut vous montrer ici, on veut vous montrer les différentes options que vous avez. Donc, on peut bloquer rapidement la connexion, évidemment, pour cet utilisateur-là, mais on peut aussi aller gérer les méthodes MFA directement pour cet utilisateur-là. Si on est dans le contexte utilisateur, évidemment, si on est dans un contexte des utilisateurs au complet, on peut aussi prendre des décisions globales. Donc, si je regarde l'état des utilisateurs de ce client-là, je peux faire de la sélection globale ici et je peux prendre action sur différentes choses. Euh, Finalement, euh, où est-ce que je voulais aller, c'est au niveau des rapports qu'on nous offre, donc les fameux rapports analyse de sécurité. On peut exporter tous ces rapports-là. La même chose pour les licences. Alors, dans les licences, ici, on a un peu de matière, un peu de données. Donc, par exemple, on peut voir que 81 $ du budget qui a été utilisé. Évidemment, tout ça, c'est configurable parce que chaque client, c'est du cas par cas. Vos clients à vous, les clients d'un autre partenaire, etc. Donc, c'est pour ça les chiffres ici sont pas trop pertinents, mais c'est pour vous dire que euh, sur un budget de 419 $ de licence, ben, il y en a juste 81 qui sont utilisés. Alors, on voit ça rapidement et on est en mesure d'évaluer des coûts potentiels, des coûts futurs, des coûts prévus, etc. Donc, au niveau de tout ce qui est licence. L'allocation des licences, est-ce qu'ils sont utilisés, est-ce qu'ils ne sont pas utilisés, etc. Et on a en bas aussi au niveau des licences qui sont plus chères, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des économies ici. Donc, ça vous donne des tableaux de bord complets. Ce qui est intéressant, c'est comme on peut les exporter, ben, c'est facile après d'insérer ça dans un email, envoyer ça un courriel à votre client et dire, ben, écoute, dans notre prochaine rencontre mensuelle ou hebdomadaire, on devrait passer au travers ça et on peut vous suggérer des recommandations. Vous voyez ici, vous avez un bouton de recommandation. D'ailleurs, le bouton de recommandation, vous allez le voir de plus en plus un peu partout dans la plateforme. Et vous avez bien compris que derrière tout ça, il y a de l'IA qui permet d'analyser tout ce qui se passe dans les environnements et vous apporter des recommandations de correctifs, etc. Et ça va aller en s'améliorant au fur et à mesure. Donc, ça complète le topo sur la gestion des utilisateurs. Le dernier que je voulais parler, c'est la gestion des espaces de travail. Donc, la gestion des espaces de travail, même chose que la gestion des bases de référence. Tout client que vous enrôlez dans la gestion des espaces de travail va hériter de la gestion des risques. Mais je le répète, tous les clients AvePoint qui ont du backup ont la gestion du risque par défaut. Euh, Ici, on va avoir un topo global sur la nature des espaces de travail. Alors, on quitte le monde des utilisateurs et on arrive dans le monde des espaces de travail. Ici, on a la vue d'ensemble non, je suis encore dans un mode client. OK, je vais retourner à la portion globale et je vais retourner dans la gestion des espaces. Voilà. Bon. Ici, j'ai le topo de tous mes clients. Alors, encore une fois, je ne suis pas obligé d'enrôler tous mes clients à l'intérieur de ça. J'en ai juste 5 qui sont utilisés en ce moment dans cet environnement-là que je gère. J'ai 8 clients, je suis une petite PME. Je peux ajouter un tenant en cliquant sur le bouton ici. J'ai des explications sur comment, des recommandations, comment gérer les espaces de travail.
Gérer les espaces de travail, c'est vraiment 4 concepts généraux. Le premier, c'est les stratégies de conformité, et ils ne sont pas en ordre. Les stratégies de conformité, stratégie du cycle de vie, profil de découverte et les modèles de mise en service. Donc, si on regarde par exemple la stratégie de conformité, alors si on veut utiliser uniquement la stratégie de conformité, on peut utiliser uniquement ça pour commencer. Euh, et on arrive avec 2 modèles intégrés, un pour SharePoint et un pour Teams. Alors, si on regarde celui pour Teams, par exemple, ben, lorsqu'il est utilisé, ben, ça vous donne une explication qu'est-ce que ça fait. L'intervalle d'analyse, c'est à toutes les 4 heures. Donc, ça veut dire à toutes les 4 heures, le service va aller analyser les espaces de travail qui sont gérés par cette stratégie de conformité-là et vous donner un compte-rendu sur l'état de la situation. Alors ici, ce qu'on fait, on a divisé en quelques gros piliers, par exemple, paramètres de l'espace de travail. C'est pas coché. Donc, dans cet exemple-là, si on utilise ce gabarit-là tel quel, cette première section-là, qui touche la restriction des modifications de classification, l'application du nom, donc une nomenclature de nommage des groupes équipes et une visibilité des groupes Microsoft 365 dans Outlook, ce n'est pas utilisé dans cette stratégie-là, mais évidemment, vous pouvez créer le nombre de stratégies de conformité que vous voulez. Et dans les vôtres, on peut utiliser cette approche-là. Notez ici que chacun de ces paramètres-là offre la possibilité d'avoir des corrections automatiques. Quand on parle d'automatisation, c'est pas, je ne pas juste des workflows, hein. Dans la tête, il faut aussi penser à des situations comme ici, correction automatique, ça veut dire quoi? À toutes les 4 heures, si on note quelque chose qui ne répond pas à cette configuration-là, on va le remettre dans l'état qui devait être. OK? Donc, c'est de l'automatisation. C'est pas vraiment un workflow. On peut dire que c'est un workflow ou un flux de travail, mais c'est un flux système. Donc, c'est le système lui-même qui va aller apporter ces correctifs-là. On a la même chose ici, contrôle d'accès. Alors, c'est ceux-là qui sont utilisés dans ce modèle-là. C'est vraiment tous les contrôles d'accès qu'on voit ici. Et en bas, on a la restriction du nombre de propriétaires pour les espaces de travail Teams. Ceux-là également ne sont pas utilisés pour cet exemple-là. Donc, ça, c'est les stratégies de conformité. Donc, vous créez le nombre de modèles que vous voulez. Même chose pour les stratégies de cycle de vie. Alors, si on regarde les stratégies de cycle de vie, on en a quelques exemples ici, 2 qui sont déjà avec la plateforme. Donc, quand vous voyez intégrer, c'est des choses qui sont fournies avec la plateforme. Donc, tous les autres, c'est des copies ou des nouvelles qui sont complètement neuves. Donc, créer une stratégie, mettons, pour Teams ou pour SharePoint. Alors, donc, on peut regarder, par exemple, celle-ci pour Teams. Donc, si je clique dessus, j'ai l'information de base et voici ce qu'elle couvre. Donc, le renouvellement de l'appartenance, renouvellement des autorisations, des administrateurs du site, du lien de partage. Donc, c'est des renouvellements. Qu'est-ce que ça veut dire? Renouvellement de quoi? Alors, c'est que les teams qui seront sous cette stratégie de cycle de vie, ils vont avoir un processus qui va se déclencher automatiquement selon une fréquence que vous allez configurer avec votre client. Normalement, c'est des fréquences qui vont aller un peu penser à la gestion des mots de passe, quand on doit renouveler les mots de passe. En général, bon, je peux dire que chez AvePoint, c'est à tous les 90 jours. Mais c'est un peu la même chose. Donc ici, vous allez mettre une fréquence. Généralement, c'est un petit peu plus que 3 mois. Ça dépend aussi dans lequel secteur votre client est. Mais en général, c'est 1 à 2 fois par année pour chacun des teams. Et ils vont devoir valider ce qu'on voit ici. Donc, dans le processus, ils vont devoir valider l'appartenance, les autorisations, l'administrateur du site, les liens de partage. S'il y a des canaux privés, des canaux partagés, même chose, les propriétaires et l'appartenance. Valider. Euh, bon, à qui ça va aller, cette tâche-là? Alors, et quand est-ce que ça va être déclenché? Donc, ici, ça va être déclenché lorsqu'un espace de travail est inactif, on va générer une tâche de renouvellement. Ensuite, planification, ça, c'est la fréquence. Donc, oui, il y a une planification. On ne l'a pas ici parce que ça, c'est configuré avec les clients. Alors, ici, on est dans le modèle, un modèle global. Donc, on ne peut pas mettre une fréquence pour tout le monde. Donc, vous allez négocier ça, travailler ça avec vos clients.
Et ensuite, qu'est-ce que ça peut faire? Quelles sont les actions? Alors oui, ils peuvent renouveler tout ça, donc ils vont valider des choses, mais on peut aller plus loin. On peut dire, le client peut dire, ou l'utilisateur en fait, parce que si le propriétaire peut dire, ben, je vais conserver le Teams, ou le Teams en question, c'est plus utilisé, c'est un projet qui est mort et enterré, donc on peut le supprimer. Ou encore, on peut l'archiver, ou le laisser en lecture seule. Alors, dans ce cas-ci, toutes les options sont disponibles. Vous voyez que vous pouvez donner les options qui font du sens pour vos clients. Même chose pour le canal. Donc, à gauche, c'est l'équipe, à droite, c'est le canal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le conserve? Est-ce qu'on l'ignore? Ou est-ce qu'on le supprime? Donc, ça, c'est les stratégies de cycle de vie. Finalement, il y a les profils de découverte. Alors, le profil de découverte, il y en a un qui vient avec la plateforme, c'est le Standard Discovery Profile. Alors, on peut le regarder aussi. Alors, qu'est-ce que ça génère? Dans un premier temps, parce que ça va évoluer, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on offre, c'est vraiment de découvrir les données inactives et les données redondantes, obsolètes et triviales dans les environnements de vos clients. Ça ne fait rien d'autre, au moment où on se parle, que de fournir un rapport pour prendre des décisions. Ce qui s'en vient, par contre, c'est qu'éventuellement, vous allez pouvoir archiver ou détruire ces données-là. OK? C'est ça qui s'en vient dans un futur rapproché. Alors, ici, ce qu'on offre, c'est de configurer des seuils de rapport, donc des plages de taille de fichier, des périodes de modification. Tout ça, c'est personnalisable. OK? Donc, dans le fond, on veut dire, c'est dans mes rapports, offre-moi la possibilité de filtrer pour des documents ou des fichiers qui ont de 0 à 1 MB, ou de 0 à 50 MB, ou de 1 à 50 MB, ou de 0 à 500 MB, ou de 1 MB à le plus gros qui existe dans l'environnement. Tout ça, vous pouvez transformer ça en gig, en terabyte, ou même ajouter plein de différents seuils. Même chose pour les périodes de modification. Donc, vous allez montrer aussi non seulement les documents de 50 MB et plus, mais tous les documents qui n'ont pas été touchés depuis 24 mois ou entre 12 mois et 60 mois. Si vous préférez avoir 6 mois, 12 mois, 24 mois, 60 mois, 120 mois, 84 mois, vous pouvez configurer ça comme vous voulez. Ensuite, vous configurez les règles des données inactives. Qu'est-ce que des données inactives? Donc, des données inactives, pour mon client, c'est tout ce qui n'a pas été modifié depuis 12 mois, dans ce cas-ci. Ou un autre client va dire, moi, c'est 3 ans. Bon, ben là, vous configurez ça à 36 mois, vous l'activez, et ensuite, c'est quoi les règles? Est-ce que c'est vraiment le fichier toutes les versions ou c'est juste en plus, c'est juste des documents qui ont 10 versions ou plus ou 50 versions ou plus ou d'autres types de règles? Même chose pour les données redondantes. Alors, vous allez configurer tout ça et une fois par jour, ou en tout cas dans une fréquence, vous allez pouvoir évaluer ces données-là. Et après, ben, vous allez être en mesure d'avoir un tableau de bord qui va vous indiquer un peu qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Par exemple, le deuxième client ici, pour lequel on fait une surveillance des environnements, tout semble beau. L'état de l'optimisation du stockage, c'est beau parce qu'on va vérifier si on excède le stockage avec le profil de découverte. C'est pour ça qu'on a activé ici. Ensuite, vous allez avoir les nombres, le total d'espace de travail, ceux qui sont gérés par la gouvernance, etc. Donc, on va tout voir ça ici. Euh, et si je rentre dans un de ces clients-là, par exemple, je prends celui-ci, là, je vais avoir un topo global de ce qui se passe pour ce client-là. C'est ce que j'avais commencé tantôt. Alors, tout ce qui se passe dans le client, vous voyez ici, données inactives, les données archivées, les données détruites, etc. Aujourd'hui, c'est manuel, mais vous allez pouvoir automatiser tout ça très bientôt. La gestion de sécurité, de la posture de sécurité des données ici. L'analyse copilote, on en parlait. Est-ce que votre client est prêt ou proche d'être prêt pour utiliser copilote sans trop de, sans l'empêcher de dormir? La protection de données, bien évidemment, c'est le backup en général, mais vous avez aussi les détections de rançongiciel qui apparaissent ici. Donc, vous pouvez faire des analyses ici. S'il y a un problème au niveau du risque de certains espaces de travail, vous allez le voir ici.
Donc, si je veux savoir ce qui se passe avec ces trois OneDrive-là, j'ai tout simplement cliqué sur les trois et il va m'amener c'est quoi la problématique. Dans ce cas-ci, il y a des OneDrive avec des utilisateurs invités et il y a des OneDrive avec au moins deux administrateurs. Et on dit ici que c'est trop élevé selon les recommandations de bonne pratique. Je ne sais pas si vous avez noté, mais on est rendu dans la gestion du risque. Donc, c'est pour ça que la gestion du risque, c'est compris à l'intérieur de la gestion des espaces de travail. Et le dernier, non moindre, c'est la découverte et l'optimisation. Donc, le profil on a vu tantôt, ça permet de donner un topo sur l'état du stockage et en même temps détecter les différentes informations qui sont considérées comme inactives ou redondantes, obsolètes et ou triviales. On utilise le profil que je vous ai montré tantôt. On peut changer ça, on peut en utiliser un nouveau. Basé sur ce profil-là, dans ce client-là, on a détecté 81 gigs de données. Et ça, c'est les fameux seuils que je vous parlais tantôt que vous pouvez modifier. Alors, si je décide que moi, c'est 60 mois et plus que je veux voir, là, on réduit notre taille de données potentielle d'archivage à 78. On est à 54 503 fichiers que je pourrais enlever de mon environnement. Si je se concentre sur les zips, parce que ça a l'air que, selon ce que je vois ici, sur 78 gigs, c'est 53 gigs de zip. Alors, si je fais juste me débarrasser des zips, ben, à ce moment-là, je vais commencer à avoir un impact sur le stockage. Et au niveau des données redondantes, même chose. Je peux dire, ben, montre-moi 60 mois. On est à 74 gigs. Et encore une fois, les zips, c'est les plus gros. C'est ceux qui prennent le plus d'espace. Je vais sélectionner ça aussi. Et ensuite, j'ai d'autres informations qui me populent ici devant moi. Je peux faire de la projection. Je peux même aller voir mon client et dire, hey, dans tant de temps ou dans tant de mois, ton stockage va être à tel niveau et va coûter un prix X. Là, le coût est à zéro. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rempli les données au niveau du coût de stockage. Mais normalement, avec votre client, vous le savez combien que ça lui coûte. Vous pouvez rentrer ces données-là et ça va lui dire, ben, écoute, dans un an, là, ton stockage, ça va coûter tant. OK? Et ça, c'est sans tenir compte des modifications que Microsoft pourra faire. Euh, donc, une fois que j'ai ça, j'ai fait ma sélection. Là, je peux arriver ici et dire, ben, archive ces données-là ou détruis les données RAW. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, je peux les détruire. Normalement, les données redondantes, triviales, etc., obsolètes, ben, je ne sais pas pourquoi on garde ça. On pourrait tout simplement les détruire sur le champ. Donc, si je clique ici, ben, il va m'amener un tableau sur tous les sites, les espaces de travail qui contiennent les informations que je viens d'élaborer. Et à partir de là, je vais pouvoir faire une sélection globale et je vais pouvoir archiver et ou détruire cette information-là. Et là, encore une fois, il va y avoir un processus là, qui va être en place et qui va faire l'opération. Et quand on archive, vous pouvez toujours récupérer. OK? Détruire, c'est détruire, mais archiver, vous pouvez toujours récupérer l'information. Mais même archiver, ça va quand même sauver des coûts à vos clients. Donc, prendre en considération. Donc voilà, ça fait le tour de ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. Je pense qu'on arrive vers la fin de la présentation, si on n'a même pas, on l'a un peu dépassé, je crois. Mais je voulais conclure avec les mises en marché que je voulais vous présenter rapidement. Alors, des exemples. Alors, ce qu'on dit, c'est les partenaires qui utilisent la plateforme Elements, certains de nos partenaires arrivent à sauver jusqu'à 85% du temps consacré à la gestion 365. Vous allez peut-être trouver le chiffre exagéré, mais en même temps, si vous êtes capable de couper ça de moitié et de dire, ben, je sauve 45 ou 50% du temps sur toutes les opérations qui touchent ce qu'on voit ici, ben, c'est déjà ça de plus. Vous êtes aussi en mesure, selon ce qu'on me dit, d'augmenter le ARPU, donc le revenu moyen par utilisateur, 40% supplémentaire. Ça veut dire que c'est 40% de plus de revenus que vous êtes capable d'aller chercher, en tout cas selon les MSP qui nous communiquent ces informations-là. Un exemple de mise d'offre de service que vous pouvez mettre en place,
Ici, on fait trois offres de services. Donc, un catalogue, en fait, ça vous permet d'utiliser un catalogue de services avec plusieurs options adaptées à vos clients. Ici, on aurait, par exemple, service de gestion de base, service de gestion avancé, service de gestion complète. Puis c'est vraiment un exemple, hein. Si, par exemple, dans vos clients, ben, vous n'utilisez pas la gestion des utilisateurs et des appareils, il n'y a pas de problème. Si vous voulez ajouter l'archivage de contenu, ben, vous pouvez le faire ici. Donc, vous avez juste à éliminer. Et c'est juste pour vous donner vraiment un exemple. Et finalement, on a essayé de chiffrer ce que cela pourrait vous représenter. Selon les informations qu'on a basées sur des clients qui sont peut-être jusqu'à 50 employés, un service de base, comme on voit ici, ben, ça pourrait représenter 8 à 15 heures à implanter. Le service de base que je viens de vous présenter juste la slide auparavant, 8 à 15 heures à implanter. Et ça pourrait représenter 2 à 4 heures de travail mensuel avec vos clients. Si vous avez des... Donc, vraiment, puis ça représente, j'ai fait un calcul rapide, ça peut représenter de 300 à 600 dollars par mois pour le service que vous offrez. Et si vous allez vers la gestion complète et pour vos gros clients, par exemple, ben, on peut parler d'une récurrence de 2100 dollars à 3000 dollars par mois de services supplémentaires que vous pouvez offrir. Et c'est des services qui amènent de la valeur ajoutée. J'espère que vous avez bien vu la valeur ajoutée parce que les environnements de vos clients vont devenir de plus en plus sécures, de moins en moins à risque et donc plus aptes éventuellement à déployer du copilote. Alors, je conclus ma présentation avec ceci. Je vous invite tous à participer ou en tout cas à assister à un webinaire le 28 août prochain à 11 heures du matin, heure de l'Est, alors que mon collègue Jared Matfest, qui est un architecte de solutions IA, et Joanne Klein, qui est une consultante Office 365, bien connus dans le milieu, vont co-présenter les avantages d'utiliser Microsoft Purview et AvePoint ensemble. On se fait souvent poser la question, ouais, mais Purview, il fait plein de choses que vous faites. C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, les deux ensemble, c'est la meilleure approche puisque, en général, AvePoint va toujours remplir les gaps ou les manques, en fait, de Microsoft. Alors, je vous invite à voir, à vous inscrire, en fait. J'ai mis le QR code, à vous inscrire au webinaire. Au pire, si vous n'êtes pas en mesure d'assister, ben, vous allez recevoir un email de toute façon avec l'enregistrement et vous pourrez le consulter par la suite. Donc, moi, ça conclut ma présentation. Sylvain, je ne sais pas si tu veux reprendre la barre. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, tout ça, vous voulez voir plus en détail, vous pouvez utiliser Elements, c'est gratuit. Utilisez-le. Ça n'a pas d'impact sur vos clients si vous ne faites pas d'opération. Et sinon, vous pouvez passer par IT Cloud ou contacter AvePoint et il y aura des membres de mon équipe qui se feront un plaisir de vous donner des détails et de faire des présentations ou des discussions avec vous beaucoup plus approfondies. Parfait. Merci beaucoup, Miguel. Très instructif ce que tu nous as présenté aujourd'hui, justement. Elements de AvePoint, qui est vraiment l'avenir de la gestion multitenant pour les MSP. Je ne vois pas qu'il y a des questions en ce moment. Alors, on va continuer. Moi, ce que je vous propose, demain, on fait une formation IT Cloud Academy sur formation à venir demain, comme je disais, maîtriser le déploiement de Microsoft 365, sécurité et gestion avancée pour les MSP. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation-là? On va baser la formation sur les guides de déploiement qui vous donnent accès aux mêmes conseils de déploiement Microsoft 365 qui sont fournis par l'équipe de spécialistes de l'intégration Fast Track chez Microsoft. Alors, ces guides-là vous accompagnent à travers des choix quant aux fonctionnalités et aux options que vous souhaitez déployer.
Vous obtiendrez également aussi des instructions, des scripts dans certains cas que vous pourrez utiliser lorsque vous allez monter la solution pour vous aider à configurer facilement un paramètre ou activer une fonctionnalité. Alors, venez nous rejoindre demain dans cette formation technique-là de IT Cloud Academy. Et aussi, pour ceux qui ne savaient pas, Etetlog a une chaîne YouTube. D'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui, la solution LMS de AvePoint présentée par Miguel, sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici peu. Et on a aussi d'autres contenus que vous êtes en mesure d'aller consulter sur d'autres sujets, d'autres webinaires qu'on a fait dans le passé. Et s'il vous plaît, si vous allez visionner du contenu, s'il vous plaît, faites-nous part de vos impressions, si vous aimez ou non le contenu, et n'hésitez pas à partager le lien de la chaîne YouTube avec vos amis et collègues. Et comme à l'habitude, on vous demande, s'il vous plaît, de nous évaluer, de nous faire comprendre si la session vous a été utile. Aussi, pour ceux qui n'auraient pas été en mesure de mettre un commentaire en ce moment, si vous y réfléchissez plus tard ou vous voulez apporter un commentaire, ben, n'hésitez pas, justement, le formulaire est là pour ça. Mais surtout, ça nous aide, nous, à comprendre comment nous pouvons améliorer nos webinaires à l'avenir. Je vois une question, par contre, dans le chat en ce moment, Miguel. Oui, Simon Henner, je ne sais pas s'il peut exprimer sa question ou c'est peut-être Ben, en rapport avec le prix. Il demande ce n'est pas 30 par tenant. Je ne sais pas, j'imagine qu'il parlait de. Il devait parler de la gestion des espaces de travail, peut-être, je ne sais pas. C'est 30 gratuit à Point. À Point Element, c'est gratuit. Donc, ce qui est payant, c'est vraiment les modules qu'on a présentés. Donc, par exemple, la gestion des bases de référence, la gestion des espaces de travail, la gestion des utilisateurs. Ça, c'est des modules payants. Donc, ça vous ramène des revenus supplémentaires qui sont disponibles pour essai. Et pour les prix, il faudrait parler avec IT Cloud. C'est IT Cloud qui revend. C'est ça. Il y a des solutions qui sont partenants, mais il y en a d'autres qui sont par utilisateur. Alors, dépendamment là, des modules qu'on utilise, on va retrouver ces deux modèles-là de licenciement. Ouais. Gestion de base de référence, c'est partenant. Donc, et je crois que les deux autres, gestion des utilisateurs, c'est par utilisateur. En fait, c'est plus Cloud qui pourrait répondre à cette question-là. Mais une chose est certaine, c'est la gestion des bases de référence, c'est partenant. C'est ça, l'espace de travail par utilisateur et aussi l'autre module qui était au niveau de la gestion des utilisateurs et des appareils, celui-là aussi est par utilisateur. Alors, sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous dis merci d'avoir pris du temps, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur la solution Elements de AvePoint. Alors, merci beaucoup, Miguel, pour avoir passé du temps avec nous et nous avoir expliqué cette solution de AvePoint. Parfait. Merci Sylvain, ça me fait plaisir et au prochain webinaire. On se voit au prochain webinaire. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde.